France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, bienvenue dans cet épisode spécial d'enquête de politique consacré au sionisme. Sionisme, un mot de l'actualité, après l'attaque terroriste du Hamas en Israël et la terrible réponse militaire en cours à Gaza, décidée par le gouvernement israélien. Ce mot est devenu un anathème pour certains, un flambeau pour d'autres, mais ce mot a un long passé. Il a changé de sens, il a été instrumentalisé, dévoyé, s'est chargé des drames de son histoire plus que bicentenaire. Nous allons nous plonger dans les arcanes de cet isme et nous nous poserons cette question déflagratoire. L'antisionisme est-il une forme d'antisémitisme, comme le disent certains, vous le verrez, même au sommet de l'État? Pour évoquer ce terme à multiples facettes, ce vocable qui a créé tant d'espoir et de crainte, bref, pour tenter de comprendre ce qui se joue en ce moment en Israël et en Palestine, il nous fallait un historien de la trempe de Vincent Lemire. Vincent Lemire est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel. Il est l'auteur, entre autres, de Jérusalem, histoire d'une ville-monde chez Flammarion, et de Histoire de Jérusalem, c'est une bande dessinée aux éditions Les Arènes. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. La décision de l'ONU reconnaît à l'État juif de Palestine un territoire modeste. Ce cadre physique de l'État juif, nouvellement créé, permettra néanmoins de résoudre les problèmes urgents qui se posent, celui des survivants encore soumis au régime cruel des camps de concentration, le problème aussi de diverses minorités juives opprimées dans certains pays. Ainsi, ces choses faites, à l'ONU, des peuples libres se sont prêtés à cette honte qui est le partage de la Palestine. Les Juifs n'ont jamais cessé de menacer les Arabes et de s'armer de façon occulte. M. Weizmann a lui-même déclaré qu'il faut retourner la terre de Palestine pour y trouver les armes juives. Vincent Lemire, le mot sionisme est porteur de beaucoup de fantasmes, beaucoup de sens. D'abord, il faut l'utiliser au pluriel, dites-vous. Ah oui, c'est sûr. Le mot sionisme, on pourrait dire, c'est un gros mot. Il n'y a vraiment pas de... Oui, c'est même parfois aujourd'hui une insulte. Et pourtant, c'est un objet d'histoire, comme un autre. On peut faire l'histoire du mot, on peut faire l'histoire des mouvements qui se sont greffés sur ce mot. Il faut de toute façon... C'est une idée aussi. C'est d'abord une idée, puis un projet, puis des réalisations. Donc il faut absolument en faire l'histoire, il faut absolument le considérer comme une idéologie comme une autre. C'est un isme comme un autre. Par contre, c'est vrai qu'il faut le mettre au pluriel absolument, parce que c'est une idée plurielle, c'est un projet pluriel qui a convergé dans une réalisation qui s'appelle aujourd'hui l'État d'Israël, mais dont on voit que d'ailleurs, c'est encore une société plurielle et avec des trajectoires et des horizons très très différents, voire conflictuels. Alors souvent, quand on aborde un isme dans cette émission, on s'aperçoit qu'il y a le mot et la chose. Quand apparaît le mot et quand apparaît la chose, Vincent Lemire? Alors là, pour le coup, on est assez bien. C'est-à-dire que le mot et la chose sont assez synchrones. On va dire que le mot est inventé pour décrire la chose, pour décrire le projet. Alors on peut très scolairement d'abord faire un petit peu d'étymologie. Elle est très simple. La racine de sionisme, c'est Sion. Sion, en fait, c'est un synonyme de Jérusalem. Parce que Sion, c'est une des collines de Jérusalem. Donc quand on dit Sion, dans la tradition juive hébraïque, quand on dit Sion, en fait, on dit Jérusalem. Et donc, le sionisme, c'est le retour à Jérusalem d'abord, pas seulement à la ville sainte, c'est le retour dans la terre sainte. Et donc le sionisme, il s'intègre dans un horizon culturel et religieux en fait extrêmement vaste. C'est en fait la destruction et le regret du temple. La destruction du premier temple au VIe siècle avant, et puis la destruction du deuxième temple de Jérusalem, donc le temple juif, en 70 de notre ère, par les troupes romaines de Titus. Et cette destruction du temple s'ensuit un exil, alors qui n'est pas un exil en fait total. L'historien que je suis sait que des communautés juives ont toujours subsisté en Palestine. Autour de Jérusalem. Autour de Jérusalem, à Tzfat, à Tibériade. Alors des gens plutôt religieux, qui étaient plutôt là pour des motifs strictement religieux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une communauté qui est relativement limitée et qui est surtout beaucoup plus limitée que les juifs de diaspora. C'est le deuxième mot qu'il faut absolument convoquer.
pour comprendre cet horizon sioniste. Les communautés juives de diaspora en Europe occidentale, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Ces communautés juives de diaspora, en fait, s'interrogent à un certain moment de l'histoire sur la possibilité ou la nécessité d'avoir un État. Vincent Lemire, c'est en même temps à l'époque où s'affirment les États-nations. Oui, c'est aussi ce 19e siècle, la crise des empires, donc la crise d'une autre grande idée, d'un autre grand isme, l'impérialisme. Les grands empires, un empire, c'est une entité politique qui tire sa légitimité du fait de régner sur plusieurs peuples, plusieurs nations et plusieurs religions. Sinon, c'est plus un empire, c'est un royaume. Cette idée, on le sait, elle dépérit, elle perd de son intensité, de sa légitimité aussi au XIXe siècle, face à ce qu'on appelait le printemps des peuples, au milieu du XIXe siècle. Donc il faut recaler aussi le sionisme dans cet environnement-là. Crise des empires en Europe centrale, l'empire austro-hongrois, l'empire russe, l'empire ottoman. Voilà, les empires sont en déclin, on va dire. Chaque nation s'invente ou se réinvente et cherche à se doter d'un État. Ça va être en Italie, ça va être en Allemagne, ça va être en Pologne, enfin toute l'Europe centrale. Donc les sionistes, les premiers sionistes, y compris les proto-sionistes, ceux qui n'en ont pas encore le nom, sont aussi baignés de toute cette atmosphère-là, sont partagés entre ces deux options. Est-ce qu'il faut s'assimiler à ces sociétés ou est-ce qu'il faut avoir, nous aussi, notre État-nation ? Alors dans ce contexte de délitement des empires et de naissance des nations, l'antisémitisme monte partout en Europe, en France avec l'affaire Dreyfus, et il y a un intellectuel, Theodor Herzl, qui était à l'origine du mouvement sionisme. Il était au congrès de Bâle de 1897, mais un petit peu avant, au moment de l'affaire Dreyfus, il s'interroge sur cette idée de créer un État juif. Écoutez, c'est un extrait de L'affaire Dreyfus, un film d'Yves Boisset de 1997. Et si nous faisions fausse route, si la voie du salut n'était pas celle de l'émancipation des Juifs, de leur assimilation par les diverses sociétés où ils vivent. Juifs, mes frères, ils ne vous laisseront pas vivre tant que vous n'aurez pas appris à mourir. Ce sont les derniers mots de Jacob Samuel à la fin de la pièce que je viens de terminer. Le nouveau ghetto. Mais ça ne suffira pas. Il nous faudra mourir pour une patrie à nous, pour un État juif. Ni émancipation, ni assimilation. Une patrie pour les Juifs. Voilà, Theodor Herzl, ni émancipation, ni assimilation. C'est un moment clé, la fin du 19e siècle. Oui, parce que le passage de Theodor Herzl, alors Theodor Herzl, il est né en Hongrie, il est mort en Autriche, donc c'est vraiment un Austro-Hongrois, il voit en fait la déliquescence de l'Empire austro-hongrois. Son passage à Paris, au moment de l'affaire Dreyfus, est en fait un moment extrêmement important. Donc il faut dire aussi que l'histoire du sionisme, c'est aussi une histoire française. Parce que Herzl assiste en fait à la condamnation du capitaine Dreyfus, injuste, à cette injustice absolue et à ce scandale politique qui a bouleversé les consciences de gauche, de droite en France. Et il se dit, mais si ça peut arriver en France... C'est-à-dire que c'est un officier, c'est-à-dire l'intégration suprême. Un officier de l'armée française, parfaitement assimilé, qui a parfaitement intégré les codes. Je veux dire, c'est pas un juif religieux orthodoxe dans un shtetl en Pologne. Et si en France, la République, où les juifs ont le droit de citoyenneté plein entier, peuvent justement faire des carrières militaires, si ça peut arriver en France, c'est que ça peut arriver partout. Et là, en fait, on arrive sur ce qui est le cœur du projet sioniste tel que le configure et tel que le paramètre Theodor Herzl. C'est en fait un projet qui vise à mettre en sécurité les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. C'est le moment des pogroms en Europe centrale, c'est le moment des pogroms en Russie, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus va vraiment être un tournant, Herzl le raconte comme ça. Il se dit, si ça peut arriver même en France, alors les juifs ne seront en sécurité nulle part. Il faut donc un État pour les juifs. Et alors au début du XXe siècle, il y a des installations, il y a des colonies, bien avant la création d'Israël. Comment ça se passe ? Où ça se passe et dans quelles conditions ça se passe ? Alors c'est ça, c'est et que qui y va ? Le sionisme, c'est à la fois une idée, ce sont à la fois des réalisations concrètes, c'est à la fois un projet. En fait, tout ça converge. Et c'est vrai qu'il y a des colonies, ce qu'on appelle des colonies dans la province de Palestine, la province ottomane de Palestine à l'époque. Ce terme de colonie n'est absolument pas négativement connoté à l'époque, de même que colonialisme. Oui, il n'avait pas l'impression de prendre la terre de quelqu'un parce que c'était un désert. Voilà, le slogan, c'est « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ».
Le peuple sans terre, évidemment, c'est la diaspora juive. Et la terre sans peuple, c'est la Palestine. Sauf que là, pour le coup, c'est un contresens. Oui. Au mieux, c'est un contresens ou un malentendu. Au pire, c'est une falsification parce que voilà, il y a des Palestiniens sur cette terre. On va le dire, hein, ça va d'ailleurs avoir des conséquences sur les différentes branches de ce mouvement sioniste. Mais vous avez raison, il y a des colonies, il y a des fermes, il y a des kibboutz. Et il y a déjà une idéologie, parce que le sionisme, on l'a pas encore dit, mais c'est aussi, à cette époque-là, une idéologie socialiste, on dira travailliste un peu plus tard, mais fortement empreinte des idées socialistes en vogue à cette époque-là. Alors c'est ça, c'est qu'en fait, cette espèce d'horizon proto-sioniste dont on a parlé tout au début, hein, c'est-à-dire ces millénaristes protestants juifs, etc., vont être peu à peu remplacés, vous avez raison, à la fin du 19e siècle, par des sionistes socialistes, qu'on appelle aussi travaillistes. Alors, travailliste, c'est très important, ça veut dire que l'émancipation se fera, et la construction de l'État-nation se fera par le travail. Sous-entendu aussi, pas par le capital. Hein, on est dans cette matrice marxiste, hein, c'est-à-dire, c'est pas seulement de la diplomatie, c'est pas seulement des financements, c'est pas seulement le baron Rothschild. Il va falloir aussi travailler. Il répondait à des stéréotypes aussi. Exactement, il répondait à des stéréotypes antisémites extrêmement prégnants dans les sociétés occidentales et chrétiennes. Hein. Les Juifs ne travaillent pas la terre, pour la bonne et simple raison que la plupart des communautés juives dans le monde chrétien occidental n'ont pas le droit de propriété. Donc à partir du moment où ils n'ont pas le droit de propriété, ils ne peuvent pas travailler la terre. Donc il y a effectivement tout cet héritage qu'il faut renverser. Le projet sioniste, c'est une espèce de projet de retournement de l'histoire juive, restauration d'une certaine manière, mais j'aime bien dire retournement parce que à la fois on se retourne en arrière vers un héritage culturel, religieux, etc., mais aussi on se projette vers l'avant avec une énergie décuplée effectivement par le projet socialiste. Et où en est le projet sioniste concrètement et idéologiquement à la veille de la Seconde Guerre mondiale? On sait que tout va s'accélérer après la Seconde Guerre mondiale, on va y venir, mais où en est le projet sioniste en 1939 ? Alors, il est doté d'une organisation depuis 1897, l'Organisation sioniste mondiale, qui est fondée à Bâle par Theodor Herzl, donc en 1897. Il bénéficie d'une bienveillance, voire d'un encouragement d'une grande puissance, qu'est la Grande-Bretagne. Hein, c'est la fameuse déclaration Balfour de 1917. Oui, mais justement la Grande-Bretagne qui est ambiguë. Voilà, qui est ambiguë parce qu'elle est en Palestine. Elle est en Palestine, elle détient un mandat international, un mandat de la Société des Nations, pour avoir la tutelle sur ce territoire palestinien et pour permettre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. C'est la fameuse doctrine Wilson issue de la Première Guerre mondiale. Et les Britanniques, ils sont à la fois favorables au projet sioniste et en même temps, ils doivent aussi tenir compte de la population locale. Mais est-ce qu'ils sont favorables à ce qu'une nation indépendante émerge ou alors ils se disent, tiens, peut-être que ça pourrait nous faire des colons pour notre protectorat ? Mais c'est ça toute l'ambiguïté à la fois de la politique étrangère britannique et en fait de toute la communauté internationale. Et c'est pour ça que le problème dont on parle aujourd'hui, cette question... elle n'est pas neuve. Cette question sioniste, elle n'est pas neuve et je veux dire, elle est internationale dès le départ. Immédiatement, les grandes puissances se sont emparées de cette question pour en jouer, pour ou contre, etc. Les Britanniques plutôt pour. Et ensuite, il y a eu effectivement des acteurs extrêmement divers et qui avaient chacun des agendas différents. Il y avait ce qu'on appelait le sionisme culturel. Alors, le sionisme culturel, c'est Eliezer Ben Yehuda, par exemple, qui dit le plus important, c'est la langue. Il nous faut une langue. L'hébreu, plus personne ne parle l'hébreu. Hein, et réinvente l'hébreu. On réinvente l'hébreu moderne et puis surtout, on crée des centaines de mots parce qu'il n'existe pas pour décrire la vie moderne. Donc ça, c'est le sionisme culturel. Il y a le sionisme travailliste, hein, donc c'est celui notamment par exemple de Ben Gourion dans les années 20, dans les années 30. On va créer un État par le travail. Il y a le sionisme pratique, hein, c'est de dire foin des discours idéologiques sur quel modèle d'État-nation, soyons d'abord concrets et pragmatiques. Il y a celui qu'on a appelé le sionisme territorialiste, qui s'est peu à peu en fait évanoui au moment de la Première Guerre mondiale, mais c'est important d'en parler parce que en fait les territorialistes dans les grands congrès sionistes mondiaux, c'est ceux qui disaient il faut un foyer national juif pour mettre en sécurité les juifs menacés par l'antisémitisme, mais c'est pas forcément en Palestine. Ça peut être en Ouganda, ça peut être au Canada, il y a eu divers projets, ça peut être aux États-Unis, ça peut être y compris en Extrême-Orient, etc. Et les territorialistes, c'est assez amusant d'y penser aujourd'hui, les territorialistes s'opposent à ceux qu'on appelle les Palestiniens. Les Palestiniens, dans l'organisation sioniste mondiale, c'est ceux qui défendent le projet en Palestine. Autour de Jérusalem. Voilà. On voit bien comme les mots sont en permanence. Voilà. Donc, et puis, au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle le sionisme synthétique. Voilà, le sionisme hyper pragmatique qui essaye de faire converger tout ce monde-là, y compris les orthodoxes, les religieux. Unique au monde, la création d'un État par l'ONU.
Alors, en 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sur le territoire israélo-palestinien actuel, il y a à peu près 600 000 juifs et 1 200 000, 1 300 000 arabes palestiniens, musulmans ou chrétiens. Donc, ils représentent à peu près 30% un petit 30% de la population. Et ça se passe pas forcément très bien. Il y a des heurts. Il y a eu des heurts juste avant la guerre. Depuis 1929, en particulier, ce qu'on appelait les émeutes du mur, depuis ce que les Palestiniens appellent la première intifada de 1936-1939. Il y a des heurts, il y a des affrontements extrêmement violents, mais toujours sous tutelle internationale, puisqu'on est toujours dans le cadre du mandat britannique. Les Nations Unies, en fait, en 1947, vont réfléchir à 2 projets qui vont être mis au vote. On l'oublie un petit peu aujourd'hui, mais le premier, c'est un projet d'un État binational, fédéral, juif et arabe de Palestine. Finalement, cette option n'est pas retenue. Et le deuxième projet, c'est la création d'un État juif de Palestine, qui va donner Israël, et d'un État arabe de Palestine. C'est cette proposition, en fait, qui est mise au vote par l'Assemblée générale. Avec déjà des frontières ? Bien sûr, avec des frontières qui sont dessinées, qui sont discutées âprement. Alors, il y a plusieurs plans de partage, ce qu'on appelait les plans de partage, celui de septembre 1947, celui de novembre 1947. Pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte un petit peu, s'ils ont la carte israélo-palestinienne en tête, ce plan de partage de 1947, celui qui est voté par l'Assemblée générale de l'ONU et qui passe très très juste, mais qui passe. En fait, c'est à peu près 55% du territoire qui est dévolu au futur État d'Israël et 45% pour le futur État arabe de Palestine, pour l'État palestinien. Mais il y a une continuité territoriale assez étrange. La bande de Gaza est beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui et elle va toucher par le nord-est, la Cisjordanie actuelle. Oui, qu'on appelait la Transjordanie, parce que ça prenait une partie de la Jordanie. Voilà, le royaume de Jordanie était constitué de la Transjordanie du côté est du Jourdain et de la Cisjordanie du côté ouest du Jourdain. Alors, on ne va pas rentrer dans cette émission sur l'histoire des frontières avec 67, le Jourdain, la Jordanie et tout ça. C'est une autre émission peut-être, mais on va rester sur le isthme du sionisme et il y a un événement évidemment particulier qui va déclencher une émotion internationale et accélérer le processus de création par l'ONU de l'État d'Israël, c'est l'événement d'Exodus. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, l'Exodus, c'est un bateau dans lequel sont plusieurs centaines de réfugiés juifs qui viennent d'Europe centrale à travers tout un périple et qui cherchent à entrer en Palestine. Et qui part de France, de France, voilà. Il faut évidemment raccrocher ça à la Shoah. Oui, c'est des rescapés. Au projet, c'est des rescapés de la Shoah. Évidemment, la Shoah va réactiver, je parle d'un point de vue juif et sioniste, va réactiver très très fortement ce qui est le cœur du projet sioniste, c'est-à-dire la mise en sécurité des juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. On peut dire que voilà, la Shoah donne raison à Herzl. Il y a pas... Oui, ce qu'on a entendu tout à l'heure de Herzl devient une réalité flagrante, c'est vraiment éclatante. C'est comme une prophétie en fait. Bien sûr. Herzl devient pratiquement un prophète puisqu'il avait annoncé ce qui allait arriver. Et puis du côté occidental, il y a aussi, il faut le dire, une culpabilité très forte et qu'on peut tout à fait entendre et comprendre. Et donc voilà, il faut que les Juifs soient mis en sécurité, d'autant plus qu'encore une fois, ce projet existait, il était disponible. Donc il est seulement réactivé. Mais ce bateau, enfin, il y a 3 bateaux, arrive sur les côtes palestiniennes et les Anglais refusent. On écoute un reportage de l'époque, des actualités pâtées. Les émigrants de l'Exodus attendent. Depuis plus d'une semaine, dans leurs 3 rapiaux, ces malheureux, refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Seuls, les malades, les fous et quelques enfants ont été autorisés à débarquer par les dirigeants sionistes du bord. Ceux-ci, en effet, se refusent à tout compromis et exigent de leurs compagnons une ténacité qui, pensent-ils, finira par avoir raison des règlements, des prescriptions et des quotas. Sur l'eau, les 4500 volontaires de la terre promise, les 4500 quêteurs de patrie, patientent et espèrent dans leur cage flottante. Quel sol les accueillera? Où s'arrêtera leur voyage? Et l'on parlait dans les légendes du juif errant. Donc cet événement émeut l'opinion internationale. Oui, l'épisode de l'Exodus, c'est un petit peu l'incarnation en fait de toute cette histoire, parce que effectivement la figure du juif errant, alors qui est une figure d'ailleurs assez ambiguë dans le monde occidental chrétien, une figure aussi teintée d'anti-judaïsme, voire parfois d'antisémitisme. Le juif, c'est celui, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il va, il est toujours en diaspora, il parle plusieurs langues, enfin le cosmopolite on va dire. Donc il y a aussi ce ressort. La patride. La patride, il faut que les juifs aient un État-nation, c'est-à-dire un État pour leur nation, et ça doit être en Palestine. C'est ce qui finalement contribue à construire ce consensus de 1947. Alors, c'est pas un consensus complet, je l'ai dit, le vote de l'Assemblée générale de l'ONU, il est assez serré. Mais en fait, ce qui va complètement emporter tout, c'est que les États-Unis et l'Union soviétique, pour des raisons différentes, en fait, vont
apporter leur voix. Et les 5 membres permanents vont apporter leur voix à ce projet. Et donc, le plan de partage va être voté. Et donc, la communauté internationale, et c'est important de le dire aujourd'hui, en droit international, depuis novembre 1947, un État juif a le droit d'exister en Palestine, dans des frontières toujours à dont on verra que ça créera un problème jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Alors, on va écouter Ben Gourion qui fait sa première déclaration de création de l'État juif, donc en 1948. La résurrection d'Israël est le fruit de l'héritage des prophètes d'Israël et de l'espoir de notre peuple pendant le milieu d'année, ainsi que du réveil de la conscience humaine à la suite de la destruction du judaïsme d'Europe par les nazis. Nous sommes convaincus qu'Israël ressuscité apportera sa contribution au renforcement de la paix. Alors, Ben Gourion, Vincent Lemire, parle-nous de ce personnage. C'est peut-être le personnage le plus représentatif de ce que vous appeliez tout à l'heure le sionisme synthétique. Oui, c'est le sionisme politique, c'est un socialiste. Voilà, il vient du sionisme travailliste, c'est un socialiste, extrêmement convaincu du projet socialiste. Il est né dans cette Europe centrale et orientale, berceau du projet socialiste, mais c'est un sioniste pragmatique. On pourrait dire que c'est le second père de la nation après Herzl, après Théodore Herzl, David Ben Gourion. C'est celui d'ailleurs que les Israéliens ont appelé jusqu'à sa mort, à la fin ils l'appelaient le vieux. C'était vraiment la figure, comme ça, une espèce de figure tutélaire du pays. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, d'abord, on se souvient que Ben Gourion, comme beaucoup d'autres sionistes de l'époque, parlait plusieurs langues. C'est des polyglottes, Le projet sioniste tel qu'il a été implémenté dans l'État d'Israël, en tout cas, on va dire des années 1947-48 jusqu'à la fin des années 70, c'est un projet qui est mené par les communautés ashkénazes, originaire d'Europe centrale. Oui, qui parle souvent plein de langues. Qui parle plusieurs langues, qui parle allemand, qui parle le français, qui parle l'anglais, qui parle le russe, qui parle le polonais, qui apprennent l'hébreu extrêmement rapidement, qui parlent l'arabe parfois pour certains, mais assez peu nombreux. Donc c'est cet horizon culturel-là, c'est cet horizon travailliste. On va à la fois construire un État-nation pour le peuple juif, ça c'est le cœur du projet, pour la mise en sécurité, mais on va aussi armer, socler en fait un petit peu ce projet sur le projet socialiste. Et c'est ça qui donne ce visage d'Israël jusqu'aux années 1980, jusqu'au tournant libéral, c'est-à-dire un très très haut niveau de protection sociale, l'État qui est omniprésent, qui s'occupe des enfants de la naissance, même d'avant la naissance jusqu'à la mort. Un État socialiste au sens, un État social en tout cas. Social et travailliste et agricole. Et ça, c'est intéressant, c'est un point qu'il faut souligner, parce qu'il y a dans la mythologie antisémite l'idée que le juif n'est pas un homme ou une femme de la terre et même du travail manuel. On va revenir un petit peu en arrière, on va écouter en 1943 une archive assez sinistre de Radio Vichy qui décrit le juif et ce stéréotype du juif apatride qui ne travaille pas. Les juifs, nous l'avons montré à de nombreuses reprises au cours de nos émissions successives, ont d'extraordinaires facultés de parasites, mais n'ont jamais été des producteurs à quelque titre que ce soit. Avant tout, ils ont horreur du travail manuel et plus particulièrement du travail agricole. Et dans leur ensemble, ils refusent net d'aller en Palestine. Ils préfèrent 1000 fois exercer leurs facultés au détriment des peuples qui leur donnent l'hospitalité. Allez donc par exemple proposer à M. de Rothschild d'abandonner ses fructueuses émissions d'emprunts internationaux pour aller faire pousser les oranges à Jaffa. Il vous rira tout de suite au nez. Et la plupart des gros juifs sont dans ce cas. Seuls vont en Palestine les plus pauvres de tous les juifs, et encore dans les périodes où la vie devient trop difficile pour eux dans leur pays d'adoption. Voilà, je voulais vous faire écouter cette archive parce que il y en a une autre que je voudrais vous faire écouter ensuite, et cette autre archive qui date de 1963, une femme agricultrice dans un kibboutz qui raconte l'idée agricole, l'idée terrienne du juif du kibboutz et d'Israël, et on voit bien que c'est presque une réponse à ces décennies et même à ces siècles d'interdiction pour les juifs d'avoir de la terre en Europe. Nous partons pour le kibboutz, non pas seulement pour travailler, mais pour vivre, pour faire une sorte de révolution sociale. Ça peut paraître un grand mot, mais en fait, nous avons été éduqués pour, et notre peuple a traversé beaucoup de problèmes. L'un des problèmes importants, c'est de pouvoir construire un État
en commençant par la base, c'est-à-dire ce qu'on appelle le problème de l'agriculture. Nous qui n'avons pas été éduqués dans la Gola, c'est-à-dire dans la diaspora en tant que paysans, maintenant nous partons au kibbutz pour prendre la pioche et la bêche à la main. Et nous devenons de vrais paysans, mais des paysans qui ont quelque chose dans la tête, c'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils travaillent et qui font ça, franchement, parce que c'est une transformation sociale que nous désirons. Voilà, on comprend en entendant ça et en connaissant ce pays qui est très largement constitué de déserts, on comprend l'enracinement récent mais profond des Israéliens à leur terre. Oui, c'est pour ça qu'il faut entendre le mot sionisme travailliste. Au premier sens du terme, c'est la construction de la nation sioniste par le travail et par ce qu'on appelle en Israël à l'époque le travail juif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir recours à la main-d'œuvre étrangère, il ne faut pas avoir recours à la main-d'œuvre palestinienne, par exemple, ce qui était le cas au tout début, ou à la main-d'œuvre émigrée. C'est la construction du sionisme par le travail. Et effectivement, c'est une réponse directe à cette insulte, à cette stigmatisation antisémite qu'on a entendue auparavant, qui est accessoirement totalement fausse, parce que le journaliste vichysois qu'on vient d'entendre parle de Rothschild. Oui, mais Rothschild, il a investi la terre ô combien en Palestine, bien avant d'ailleurs 1948, avec des vignes, on le sait. Donc voilà, il y a en fait un investissement de la terre dans l'espace israélo-palestinien avant même 1948. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Maintenant, je vous propose d'écouter une chanson du peintre et auteur-compositeur des années 70, Herbert Pagani. Alors écoutez-la bien, cette chanson, elle date de 1975, c'est une chanson datée, engagée, militante même. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ? Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres. Pardon, de nos cendres. Et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe. Et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghettos. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers.
J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà. Il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre. Et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Herbert Pagani, en 1975, plaidoyait pour Mater. C'est de ce sionisme-là, le sionisme d'une époque révolue, dont nous allons parler maintenant avec, nous le retrouvons, l'historien Vincent Lemire. Le sionisme de 48 à, disons, 77, parce qu'en 1977, il commence à changer de nature, puisque le Likoud prend le pouvoir, la gauche a été au pouvoir de 48 à 77, et puis c'est aussi la fin des années 70, le début des années 80, la grande vague mondiale de libéralisme économique, les choses vont un peu changer. Mais cette longue période, qui n'est pas sans guerre, évidemment, et qui n'est pas sans heurts avec les Palestiniens, qu'est-ce que le sionisme à ce moment-là ? 1947-1977, effectivement, c'est 30 années pendant lesquelles le Parti travailliste a été au pouvoir, pendant 30 ans de suite. Il était majoritaire. Aujourd'hui, des personnages comme Golda Meir. Donc Ben-Gourion, on l'a dit. Aujourd'hui, le Parti travailliste, c'est 4 députés à la Knesset sur 120, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte de cette débâcle. À l'époque, ils étaient 70, 75 sur 120. Donc c'est un moment extrêmement cohérent. C'est un moment où il y a effectivement des guerres, la guerre des 6 jours, 1967, la guerre de Kippour, 1973. Donc il y a des menaces aussi existentielles sur l'État d'Israël. Mais en fait, ça n'entame pas cette espèce d'optimisme, de construction à la fois d'un refuge pour le peuple juif et d'un modèle social, voire d'un modèle socialiste. Et effectivement, c'est quelque chose qui va se fracasser aussi sur le réel, qui va se fracasser aussi sur l'hostilité à la fois des Palestiniens et des nations arabes alentours, ce qui va permettre l'arrivée de la droite au pouvoir pour la première fois en 1977, c'est Menachem Begin. Menachem Begin, c'est un autre sionisme dont on n'a pas encore parlé, c'est celui qu'on appelle le sionisme révisionniste. C'était Vladimir Jabotinsky dans les années 20 et dans les années 1930, qui disait la pelle et la pioche, pour reprendre ce que disait le témoin tout à l'heure, la pelle et la pioche c'est bien, la prière pourquoi pas, mais il nous faut des fusils. En fait, le sionisme révisionniste, qui est celui de Netanyahou aujourd'hui, il s'en cache pas, c'est un grand fervent admirateur de Jabotinsky. En fait, c'est de dire le nouveau pragmatisme, c'est pas seulement la pelle et la pioche, c'est pas seulement le renouveau de la langue hébraïque. Il va falloir se battre, parce qu'en fait, il y a une population qui est là, qui ne nous accepte pas, et d'ailleurs, c'est bien normal.
Jabotinsky n'a de ce point de vue-là, aucune perspective morale. Les Palestiniens refusent l'État juif et ils ont bien raison puisqu'on va leur voler leurs terres. Ça, c'est Jabotinsky. Donc, il nous faut des fusils, il faut apprendre à nous battre. Ce sionisme révisionniste, extrêmement violent, puis Jabotinsky était un admirateur des régimes fascistes ou proto-fascistes. Donc, il avait été mis un petit peu entre parenthèses. Donc, dans cette fameuse période 1947-1977, où on était en train de construire Israël socialiste. Mais effectivement, face aux menaces, face à la guerre, avec aussi une sociodémographie israélienne qui est en train de se modifier, en fait, il va réémerger. Et c'est celui auquel on assiste aujourd'hui. Oui, parce que, Vincent Lemire, on n'a pas parlé de ça, mais la population israélienne change. Le peuplement d'Israël ne se fait pas simplement par des Ashkénazes, il y a aussi des séfarades qui arrivent plus tard, après, alors là on fait un grand saut dans le temps, après 1990 et la chute du mur, 1989, 1990, 91, il y a toute une population ashkénaze russe, et même des Russes dont on doutera de la judéité, ça fera des polémiques en Israël. Quel impact, Vincent Lemire, ce changement lent de population a sur le sionisme ? Vous avez raison, les élites ashkénazes sionistes, on va dire, des années 1920 aux années 1970, c'est celles qui ont construit ce sionisme travailliste, encore une fois, parce qu'elles venaient d'un horizon culturel bien particulier. Ceux qui faisaient de la politique, c'était l'extrême gauche, c'était les extrêmes gauches. C'était les intellectuels. Les intellectuels, encore une fois, polyglottes, etc. Et puis, en fait, on va avoir une immigration tout à fait différente à partir des années 50, 60, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Irak, du Yémen, qui sont plutôt en grande partie des populations rurales, des populations un petit peu moins éduquées, en tout cas qui ne sont pas du tout dans l'horizon marxisant de l'Europe centrale de l'entre-deux-guerres. Ou qui viennent de pays qui ont été colonisés, comme le Maghreb, l'Algérie, exactement, le Maroc, la Tunisie. Avec un horizon plutôt... Donc avec une autre mentalité. Un horizon post-colonial, rapport aussi au monde arabe, tout à fait différent. Et effectivement, c'est sur ces nouvelles populations que le nouveau sionisme révisionniste, pourrait-on dire, celui de la droite israélienne, Begin notamment, va s'appuyer, Netanyahou aujourd'hui. Donc en fait, un petit peu sur ce qu'on appelait avant les Mizraïm, c'est-à-dire les juifs orientaux qui étaient aux marges de la société et qui petit à petit, aussi avec une démographie extrêmement dynamique, en fait, vont se placer au cœur du jeu électoral et finalement du jeu politique et idéologique jusqu'à refaçonner le projet sioniste. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi le projet sioniste, Vincent Lemire ? Aujourd'hui, on a dit donc les sionistes révisionnistes, Jabotinsky, etc., sont au pouvoir depuis les années 80. Et puis il y a une nouvelle entité, c'est les sionistes religieux. Alors, qui était très très minoritaire au départ. Parce que depuis le début de cette émission, depuis qu'on étudie ce mot sionisme, il est peu question de religion, il est question du peuple. On en a parlé tout au juif. Début. On en a parlé tout au début, en fait, dans cet horizon un peu millénariste. Mais ensuite, c'est complètement souterrain. Le rabbin Kook, Abraham Kook, dans les années 20-30, contribue à forger, on va dire, la matrice idéologique de ce sionisme religieux en disant on peut être orthodoxe et sioniste. En fait, il n'emporte pas la mise, mais bon, les bases sont là. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sionisme religieux, y compris orthodoxe, y compris même maintenant ultra-orthodoxe, fait alliance en fait avec le sionisme révisionniste, donc un sionisme extrêmement violent, identitaire, ethno-nationaliste. Donc ça, c'est une alliance jamais vue. Oui, parce qu'il y a souvent eu des partis religieux, mais qui étaient minoritaires et qui ne participaient pas aux exécutifs. Maintenant, ils y sont... Maintenant, ils sont au cœur du pouvoir. Alors, non seulement ils étaient minoritaires, mais surtout, oui, ils étaient en marge du jeu politique. Ils négociaient, en fait, des subventions, on va dire, pour les écoles religieuses ou l'exemption du service militaire. Voilà, ils avaient une clientèle, on va dire, ultra-orthodoxe, qui était gérée de côté. Maintenant, cette alliance, en fait, entre les révisionnistes jabotinskiens, enfin, dire l'extrême droite ethno-nationaliste et le sionisme religieux, donne le gouvernement israélien actuel, qui est un gouvernement démocratiquement élu, qui correspond tout à fait à l'horizon de la société civile israélienne. Oui, et alors peut-être qu'on peut considérer que le sionisme devient non plus une idée politique, mais peut-être une forme d'idée théocratique. C'est en tout cas ce que laisse entendre Denis Charbit, qui est un philosophe contemporain, et qui travaille et qui vit en Israël, qui est franco-israélien. Et voici ce qu'il déclarait sur les antennes de Radio Lacan, une web radio, le 18 mars 2023, donc il y a quelque temps, mais avant le 7 octobre. Il ne s'agit pas simplement d'une droite populiste et conservatrice. Ça fait partie, on va dire, du jeu des idéologies. Il faut bien comprendre que pour la moitié des députés, voire même un peu plus, il y a un projet
théocratique à la clé. La réforme du système, d'ores et déjà, par des projets de loi qui sont en train de déposer en lecture préliminaire ou en première lecture, on voit déjà le nouvel Israël qu'ils entendent, qui se profile à l'horizon. Et des lois qui s'intègrent dans une conception théocratique et non pas individualiste du système démocratique qui était en vigueur. Je sais bien qu'il y a des évangéliques qui sont dans les coulisses. Là, c'est pas dans les coulisses, c'est ouvertement exprimé, c'est ouvertement dit. Alors, Vincent Lemire, est-ce qu'on peut dire, comme Denis Charbit, que Israël verse vers la théocratie, et est-ce qu'on peut dire que le sionisme devient un mouvement théocratique ? Alors oui, moi je suis en plein accord avec ce que vient de dire Denis Charbit, mais on peut même aller plus loin, et c'est des débats qui sont très importants et très virulents en ce moment en Israël, y compris avant le 7 octobre, et y compris depuis. C'est que c'est pas forcément le sionisme qui devient une théocratie, c'est Israël en tout cas, enfin, on va dire le résultat du projet sioniste, mais il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment en Israël pour dire que le gouvernement israélien actuel, avant et après le 7 octobre, est un gouvernement post-sioniste, au sens où, c'est très précis en fait et c'est très concret, et tous les gens qui nous écoutent peuvent comprendre, au sens où ce gouvernement balance par-dessus bord le cœur du projet sioniste, la mise en sécurité des juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. Donc la question de la sécurité, cet agenda sécuritaire étant abandonné au profit d'un agenda théocratique, messianiste, millénariste de restauration d'une royauté juive, biblique, fantasmée, avec effectivement l'appui des évangélistes américains, les plus millénaristes et les plus perchés. Et on retourne au début, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. C'est ça tout l'intérêt en fait d'avoir parcouru l'histoire du mot et de la chose depuis le XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des effets de résurgence comme ça. Il ne faut pas être trop myope, c'est-à-dire que le sionisme travailliste qui a construit l'État d'Israël, effectivement, et dont il y a des restes, mais on va dire c'est 3 décennies, des années 40 aux années 70. Mais en fait, avant, il y avait un proto-sionisme millénariste qui est peut-être en train de remonter en surface aujourd'hui. Il y avait un sionisme révisionniste qui avait des relents fascistes, ethno-nationalistes très forts, qui est aussi, voilà. Il y avait un sionisme religieux, qui est aujourd'hui également au pouvoir. Donc voilà, les sionismes... Oui, mais ce qui est terrible, et ce qui est dramatique et sinistre, c'est que ce qui a été attaqué en premier lieu, les kibboutz, et ces kibboutz-là en particulier, bien sûr. Le 7 octobre par le Hamas, c'était plutôt l'image et ce qui reste de ce sionisme travailliste, de ce sionisme dont on a parlé, bien sûr, c'était c'est des kibbutz, c'est des kibbutzim de gauche, laïques, travaillistes, pour ce qu'il en reste, humanistes, pacifistes pour la plupart, dont certains étaient des militants de la paix, y compris des militants qui travaillent avec des Palestiniens et des Palestiniens de Gaza sur des questions de développement, etc. Ça, oui, vous avez raison, c'est vraiment une cruelle ironie de l'histoire. C'est comment ceux qui ont construit littéralement l'État d'Israël, à la fois ceux qui ont eu l'idée, le projet et les réalisations jusqu'aux années 1980, sont aujourd'hui les premières victimes des événements absolument tragiques et absolument horrifiques qu'on a vécu il y a quelques jours. Alors pour finir, Vincent Lemire, je voudrais vous faire écouter cet extrait du discours d'Emmanuel Macron. C'était au dîner du CRIF, dîner annuel du CRIF en 2019. Emmanuel Macron évoque une polémique franco-française qui dure depuis maintenant des années. D'abord, nommer le mal. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. Je l'ai dit lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Voilà, Vincent Lemire, on a parcouru toute cette heure. Vous êtes historien, spécialiste de la Palestine et du monde juif. Est-ce qu'on peut affirmer, comme l'affirme Emmanuel Macron, que l'antisionisme est un cache-sexe de l'antisémitisme ? Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Plusieurs militants juifs français pour la paix se désolent de cette position parce que eux considèrent que le projet sioniste tel qu'il est mené aujourd'hui doit être combattu. Donc de ce point de vue-là, ils se considèrent comme des antisionistes et absolument pas comme des antisémites. Ça, c'est le point de vue, on va dire, de militants. L'historien que je suis essaye en fait toujours pareil, de rentrer en fait un petit peu, de déplier les mots, comme vous essayez de le faire. Si antisionisme, c'est négation du droit de l'État d'Israël à exister,
évidemment qu'on peut considérer que c'est un antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 7 millions de juifs citoyens d'Israël. Donc cet antisionisme-là est forcément relié à un antisémitisme. Mais la plupart, en fait, des défenseurs de la cause palestinienne, l'immense majorité, et y compris l'autorité palestinienne, et y compris l'OLP, et y compris d'ailleurs la branche politique du Hamas aujourd'hui, reconnaissent Israël dans ses frontières de 1967. Donc, cette critique qu'on appelle antisioniste, en fait, n'en est pas vraiment une. C'est une critique très forte de la politique israélienne actuelle, mais c'est une reconnaissance de l'État d'Israël dans les frontières de 67. Et je vais aller presque plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en Israël, et en particulier depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, un débat qui s'est complètement déplacé, de dire, mais en fait, les colons, les 700 000, 800 000 colons qui sont en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, menacent la sécurité même d'Israël. Oui, et qui sont hors la loi internationale, il faut le rappeler. Ils sont dehors de la loi internationale, mais ça, à la limite, c'est peut-être pas forcément leur problème premier, mais surtout, ils sont des menaces pour la sécurité d'Israël. Il faut un État palestinien dans les frontières de 67 pour sauvegarder le projet sioniste et donc pour sauvegarder l'État d'Israël. Donc voilà, l'historien, forcément, il est gêné par ce signe égal qui est tracé entre antisionisme et antisémitisme, et surtout, il est gêné, effectivement, par la piètre qualité du débat politique français sur ce sujet, comme sur tant d'autres, quand on parle de la région. Peut-être que le président, là, prend les choses à l'envers, et que, c'est vrai, certains antisémites déguisent leur antisémitisme en antisionisme, mais c'est une autre chose et c'est même l'inverse de ce que dit Emmanuel Macron. Non, c'est absolument certain que des antisémites n'osent pas s'assumer comme antisémites et donc se font passer pour antisionistes. Alors c'est vrai aussi que des ultrasionistes ou des supersionistes, comme on les appelle aux États-Unis, comme ils s'appellent eux-mêmes, les évangéliques, sont d'authentiques antisémites. Alors là, pour le coup, on peut lire leurs textes, on peut écouter leurs déclarations. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tous les Juifs reviennent sur la terre de leurs ancêtres pour que la fin des temps arrive. C'est un programme quand même... C'était aussi une idée des antisémites de Vichy. Donc ce dont on est en train de parler est effectivement beaucoup plus intéressant qu'un signe égal un petit peu hâtivement tracé. On comprend bien dans l'état du débat politique français pourquoi ça peut être fait. Mais voilà, en reprenant un petit peu toute l'histoire de ce mot, et j'allais dire de ces mots, de sésionisme, on comprend que... c'est difficile de conclure comme ça, mais oui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient d'entendre. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, Vincent Lemire. Dans les moments un peu chauds, un peu compliqués et tragiques que l'on vit, on a besoin de se reposer sur les mots et d'aller voir ce qu'il y a derrière les ismes. C'est ce qu'on vient de faire pendant toute cette heure avec vous. Merci beaucoup. Avec le sionisme. Merci beaucoup, Vincent Lemire. Alors je vous redonne les coordonnées des ouvrages de Vincent Lemire, Jérusalem, histoire d'une ville-monde, c'est chez Flammarion, et l'histoire de Jérusalem, c'est une bande dessinée publiée aux arènes. Merci à Christophe Imbert et à Franck Olivard, respectivement réalisateurs et recherchistes d'Enquête de politique, et merci aussi à Guillaume Roux et David Diboué-Black qui étaient aux manettes aujourd'hui. Notre isme de la semaine prochaine sera aussi en lien avec l'actualité israélo-palestinienne, mais pas seulement, puisqu'il s'agira de complotisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.